Je vois là-bas, je vois donc tout ça, qu'il y a un prix Nobel qui a... J'ai dit, mais c'est quoi ce prix Nobel? Ça n'existait pas à l'époque quand moi j'ai publié, il n'y avait rien. Je regarde, je reviens sur Paris, je vais à la bibliothèque à côté de chez moi, scientifique, Erol. Je lui dis, vous avez pas un bouquin sur la méthane? Il me dit, ouais, il y en a un en français, mais il est épuisé, dommage. Sinon, il y en a un en anglais. Je dis, mais il n'y a pas de problème, je lis l'anglais. Il me le commande, je vois le truc, il dit, je regarde la date exactement quand moi j'ai publié. D'accord? Bon, peu importe. Du coup, je découvre que j'ai été donc escroqué par l'autre abruti là, avec ses panneaux solaires, et l'autre avec son solaire, donc il y a marqué de méthanol économie, au-delà, beyond oil and gas, au-delà du pétrole et du gaz. Ils sont de quel pays ces gars-là? Ça c'est un Hongrois, le troisième c'est un Indien, et le deuxième c'est un Français comme moi qui vient de Californie, dites donc, tous les trois. C'est Monsieur Coinde là, c'est ça? Non, Coinde, ça c'est mon prof qui a fait la fameuse Ah, formule. Et comment il s'appelle le français, tu peux dire son nom? Oui, il s'appelle Alain Goppert. Ah, il est né à Strasbourg, hein. Ah, Il a même étudié une partie en Allemagne. Il était là-bas, en fait, il doit faire partie d'une femme qui s'appelle Goppert, qui a eu un prix Nobel de physique il y a du genre 50 ans. Et à mon avis, il n'a pas hésité à me copier parce qu'il est allé donc étudier auprès de ce prix Nobel de chimie 1980. Et peut-être que des fois il peut être envoyé, parce que moi hier j'ai vu une émission. Non, mais ça m'intéresse qu'il soit français parce qu'il peut être extradé du coup. Ah ouais. Ouais. J'ai vu une émission avec Lou Divergent et Maximus, le Renaissant, sur les Sayanim. Tu connais ça? Non, c'est pas, j'ai juste vite fait. Et ils peuvent te torpiller. Ils envoient des gars, et ils les envoient dans chaque entreprise. Ils envoient un Sayanim. Il paraît qu'il y en a, je sais pas combien, 50 000 en France, ou je sais pas combien. Tu vois ce que je veux dire? Ils les envoient dans les entreprises. Les espions, on a des espions chinois, je vous rappelle. Voilà, pour torpiller. Ils te torpillent, tu as été torpillé peut-être. Non seulement ils espionnent ta technologie, ils la ramènent chez eux, puis en plus ils font mal fonctionner tes trucs à toi. Tout à l'heure j'avais... Oui, on va... Et les Sayanim, ça part d'Israël. C'est un terme qui a été donné par Jacob. Voilà, Jacob Cohen. Jacob Cohen qui a été il en a parlé hier justement. Mais ça, c'est un autre sujet, là. Oui, mais il y a quand même là-dedans, il y a deux drôles de mafia. La production actuelle de la France, qui est la 7e industrie mondiale, ça ne correspond à cette quantité d'électricité chaque année. Vous voyez que l'électricité solaire générée au titre mondial en 2022, c'est déjà 2,5 fois les besoins de la France. Sachant qu'on est 68 millions d'habitants, j'ai mis C comme capitale en anglais, mais capitale pour dire. La République démocratique du Congo, qui a 100 millions d'habitants, si vous regardez bien, ils ont 11 TWh d'électricité. C'est-à-dire que nous, on a 7,5 par habitant d'électricité, et eux, ils ont 0,1. Il y a un facteur de 75. Il y a 75 fois moins d'électricité disponible dans la République du Congo. Pourquoi j'ai choisi la République démocratique du Congo? Parce que c'est de là que vient 85% du cobalt qui est mis dans les batteries électriques au lithium pour éviter qu'elles s'enflamment automatiquement, sachant que ça ne fonctionne pas, puisque ensuite, à chaque fois qu'il y a un ouragan qui met de l'eau salée partout en Floride, tous les véhicules électriques, comme l'eau elle est salée, il y a des ions à l'intérieur qui rajoute de la conductivité. Et donc la fameuse batterie se met à griller toute seule. Vous avez déjà vu ça, les vidéos, merde partout. Puis alors, les véhicules électriques, quand ça brûle, tout le truc part avec. Il y a des photos de parking. Alors j'ai pas mis tout ça parce qu'il y a peut-être des copyrights, mais vous regardez sur internet, il y a des photos de parking de véhicules. Ouais, faut pas rester trop longtemps, on revient. Ouais, on revient. Ouais. Donc du coup, et je vous rappelle, il y a aussi des ferries en Norvège, où c'est le pays où il y a le plus de voitures électriques par habitant. Maintenant, ils refusent des véhicules électriques dans les soutes. Et des magasins... dans les bateaux aussi, on en parlait. Dans les bateaux, les ferries, les containers. Là. Voilà, les voitures donc, doivent être débranchées lors des transports, etc. Donc tout le monde se rend compte que ça ne tient pas debout ni rien. Attends, sur le Congo, là, pourquoi eux, ils ont pas... Mais c'est une question économique. Pourquoi ils ont quand même l'électricité, mais ils n'en profitent pas? Ben, honte à nous. On n'a pas construit de centrale électrique là-bas, on n'a rien construit. Ils sont juste bons à creuser des trous, sortir du cobalt pour que nous, les bobos parisiens, puissent rouler en Tesla qui a coûté 50 000 € en plus. Et qui fait monter l'action de Tesla au ciel, 200 milliards d'euros, je ne sais même plus, on en est où, non, qu'est-ce que je raconte? Ils sont à 800 milliards d'euros de capitalisation boursière. Il y a des enfants du Congolais qui travaillent pour que l'action en bourse monte. C'est quoi cette histoire? Donc là, on est en train d'arriver à une heure de... Donc, là, grâce à l'équation que j'ai publiée, qui est celle de mon prof, l'eau solaire continue de monter. Donc ça, c'est la courbe. Donc quand j'ai publié, on était là. Je peux vous dire que j'étais un des seuls à croire dans le solaire. Qui aurait cru dans le solaire qui était là? L'éolien était en train de monter. Je publie l'équation, comme par hasard, ça monte. Alors c'est quoi les courbes en rouge, les courbes en couleur?
c'est en fait les prévisions de l'IEA, c'est l'International Energy Agency, l'agence internationale de l'énergie qui est d'ailleurs basée à Paris, même si c'est international. À chaque fois, ils disaient, oui, le solaire va se développer, mais il va suivre ça les prochaines années. Après, ils disaient, ça va suivre ça les prochaines années, d'accord? Donc, ils voyaient la courbe qui montait comme ça, mais ils prévoyaient que ça allait faire ça. Moi, non, ma courbe, elle prévoit que ça fait ça, et ça fait ça. Alors maintenant, depuis 1 an ou 2, l'IEA, dit que le solaire, non, va continuer de monter. Oui, ils sont quand même obligés de dire que non, ça ne va pas planter juste après. Inutile de vous dire que les gros financeurs de l'IEA, c'est les compagnies pétrolières. Donc, en fait, ils font les perroquets de ce qu'on vient de dire. Donc là, j'ai mis les points, j'ai rajouté les points là. Donc, vous voyez, ce marché, il gagne 53% de ce qui a été installé l'année suivante en plus. Donc, tu vas, toi, Trotti Taxi, tu transportes combien par an de passagers, on va dire? Combien tu entends? Je suis à la retraite maintenant. Non, mais qu'à l'époque, on va dire 2 par jour à la louche, en moyenne. Non, 10. 10 par jour, on ne travaille pas tous les jours. Donc c'est 3500. 10 fois 200 jours. Non, on s'en fout. Donc 10 fois 200 jours, donc 2000 personnes. D'accord. Donc tu vois, l'année d'après, tu dois porter 2000 passagers plus 50%, c'est-à-dire plus 1000, 3000. L'année d'après, 3000 plus la moitié. Donc tu dirais, mais j'ai besoin d'une flotte de taxis. Tu vois, il y a très peu de marchés dans le monde. Si tu vends des chaussures, des pots de miel, des téléphones portables, il n'y a aucun marché qui connaît une croissance. Donc c'est la fameuse formule que j'ai montrée tout à l'heure, celle de mon prof. Mon prof l'avait énoncé en disant à chaque fois qu'on ouvre la capacité, on perd 20%. Et moi, j'ai mis le modèle mathématique derrière, d'accord? J'ai publié là, en appliquant à l'électricité solaire, de ce que j'en avais connaissance à l'époque, où il n'y avait que le Japon qui le faisait. Même l'Allemagne, ce n'était pas encore connu. Donc j'ai publié, évidemment, c'est en train de se passer. Donc là, le point, je ne l'ai même pas mis, c'est en 2024, on est déjà en septembre, on est en octobre même. On va installer 600 gigawatts par rapport aux 400 qui étaient là. On est en train d'installer 400 plus 200, c'est-à-dire 400 plus la moitié. Donc le point ne pourra même plus rentrer. D'accord? Donc, alors, ça veut donc dire que la condition est bien réalisée. Là. Donc, ça veut dire que la courbe, comme elle continue à s'écraser, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de diamant, il n'y a pas besoin d'or, ni rien. Oula, c'est de quel côté? Donc ça, on vient de le voir. Alors, le monde ne nous attend pas. J'ai dit, le monde n'attend pas Total, EDF ou Stellantis qu'on se réveille. Ça, c'est dans ce cercle-là, il y a 53% de l'humanité qui vit. C'est un truc connu. Hein. La moitié de l'humanité vit à peu près un rayon de 2 ou 3 000 km autour de... je ne sais plus la ville... bon, vous voyez, d'accord? Donc, vous avez 1,4 milliard pour l'Inde, 1,4 milliard pour la Chine, et le reste n'est pas négligeable. Hein. Le Japon, il y a aussi 220 millions d'habitants, tout comme ça, ou 50 millions d'habitants. D'accord? Donc, même si l'Afrique était 1,4, vous avez 1,4 milliard d'habitants sur toute l'Afrique. D'accord? Nous, on est 600 millions d'euros en Europe, 600 millions d'habitants en Europe. Donc là, on voit où le solaire est installé. Vous voyez, le solaire est installé là. Donc nous, on dit, oui, c'est une énergie minoritaire, etc. Mais évidemment, les autres ne sont pas en train de nous attendre, ils sont en train de le faire. Là, tous les panneaux solaires, je vous ai montré tout à l'heure, la courbe qui monte jusqu'au ciel, c'est pas nous, il n'y a aucune toiture. Quand tu prends le train en Allemagne, il y a plein de toitures avec des panneaux solaires. Quand je suis allé à Berlin, puis après je suis retourné à Francfort am Main, on voit bien qu'il y en a d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une espèce de micro-marché là. Ça doit être le sud de l'Allemagne. Et quand tu as un toit un peu pourri, au lieu de changer les tuiles, tu peux remettre un truc par dessus. On appelle ça un effet d'aubaine. Ah, voilà, au lieu de changer, d'ailleurs, toute toiture qui est changée, déjà, je vous rappelle que ça coûte 15 ou 20 000 euros. À Barcelone, en Espagne, tout et en Grèce et en Turquie, tout nouveau bâtiment doit forcément intégrer une toiture solaire. Que ça soit pour faire de l'eau chaude et ou du photovoltaïque. Et ensuite, ça sera ça. Donc, en tout cas, ils sont en train de le faire. Je vous rappelle que les Indiens sont spécialisés du Jugaad. Le Jugaad, ça veut dire l'innovation à basse technologie. C'est pas du tout un truc avec plein de formules, etc. Un truc très simple qui marche. Voilà. J'ai trouvé la traduction en chinois, c'est du tufa. Pas du tofu, du tufa. D'accord? Donc on voit bien que c'est en train de se passer là-bas. La moitié de l'humanité vit là-bas. Ils sont en train de s'équiper massivement en solaire. Tant pis pour nous. En plus, l'inventeur, il est là, c'est moi. Hein. Et non seulement je n'ai pas de prix Nobel, ni de prime, ni d'argent, ni reconnaissance, mais en plus je suis logé par un salut social, chômeur longue durée. Je veux dire, la patrie,
Et tes gilets jaunes. Les hommes avec les gilets jaunes, parce que j'ai bien compris que je me faisais avoir par le système. Donc je dis, ben là qui gueulent, je vais gueuler avec eux. Surtout que moi, j'ai fait ça pour qu'il y ait une meilleure équité dans le monde, pour qu'il n'y ait pas ceux qui ont tout le pétrole et les autres qui n'ont rien. Mais pourquoi ils veulent nous appauvrir, on dirait, ils veulent nous faire crever un peu, les Européens. Qui c'est ils les 1% très très riches, ils veulent continuer à rester très riches. Voilà. Donc, mais pourquoi qu'il y a des pays, comme tu as dit à droite, là, ça marche? Et puis que nous, l'Europe, ils veulent nous tuer. D'abord parce qu'on est constamment en train de critiquer le Parti communiste chinois, mais le Parti communiste chinois, il n'a pas le choix. Et les hindous. Attends, on viendra après. Donc le Parti communiste chinois, il n'a pas le choix. Si jamais les gens ne sont pas heureux, ils vont faire la révolution. Hein. C'est un pays révolutionnaire comme nous. Hein. Donc, pour les acheter, ils leur donnent plein de boulot, et ils ont mis mes formules, et ils ont fait tout. D'ailleurs, c'est eux qui fabriquent les panneaux chinois pour les vendre en France. Évidemment. Tout se fait là-bas dans les zones. Mais je connais et les Indiens qui sont à côté, c'est aussi une grande démocratie, et ils veulent aussi éviter qu'il y ait le chaos, etc. Donc, et puis surtout, regardez le prix. Vous avez bien vu le prix qui s'écroule. Mais les Indiens, ils n'ont pas besoin d'un réseau électrique qui nous amène l'électricité 24 heures sur 24, déjà plus sur la machine à laver. Nous, les Indiens, comme on n'a rien, ou les Africains, comme on n'a rien, on se contentera déjà de l'électricité qu'on aura pendant la journée. Tu sais, moi, je connais beaucoup de voyages, des chaînes sur YouTube, par exemple, Vadrouilleur Forever. Ils vivent dans un autobus. Tous leurs panneaux solaires sur le toit du bus. Ils sont autonomes toute l'année. Toute l'année, ils ont tout. Sauf qu'ils tournent avec un carburant dans le réservoir. Non, c'est panneaux solaires avec tu sais, ça ne recharge pas leur... Si, les batteries, ils ont des grosses batteries à l'intérieur, des batteries... mais ça ne roule pas longtemps. Hein. Du coup, ça veut dire que ils sont autonomes. Tout ça, c'est très très lourd. Non, mais non. Ah, c'est lourd, mais ça marche pas. J'ai fait tous les calculs. Ah non, mais eux, ça marche. Eux, s'ils font que 10 km toutes les semaines, ils ont largement le temps. Non, ils ne roulent pas, c'est pas pour rouler. C'est pour se chauffer, ils habitent dedans. D'accord. Par contre, ils roulent au moteur. C'est un moteur diesel. Mais comme ils ne bougent pas, ils vont en Espagne, ils vont au Portugal, ils s'arrêtent le long de la plage, et ben ils ont l'électricité, ils mettent de l'eau et c'est bon. Pour fixer les idées, en 2022, l'Inde a installé 6 fois moins que la Chine. Parce que la Chine, au départ, ils fabriquaient des panneaux solaires pour les envoyer en Europe, où on avait été assez bête pour mettre des tarifs d'achat préférentiels sur les panneaux solaires. Du coup, c'est les Chinois qui ont monté les usines et qui nous les vendaient avec un tarif préférentiel quand le prix était assez haut dans la courbe. Quand le prix est devenu très très bas, les Chinois ont dit mais c'est plus la peine d'envoyer nos panneaux solaires à l'autre bout de l'Europe, on est qu'à les utiliser chez nous, puisque nos populations en ont marre des fumées de charbon, etc. Apparemment Beijing, c'est-à-dire Pékin, certains jours c'est invivable, Hong Kong, etc. Ils se sont dit mais on va plus les panneaux solaires sont tellement peu chers que même en Chine, où avec du charbon qui est travaillé par des esclaves, en mettant nos propres panneaux solaires, donc ils l'ont fait pour eux. Vous voyez, toute la Chine est couverte de panneaux solaires, et l'Inde derrière, puisque c'est devenu très peu cher, du coup, et en plus, pour l'envoyer, à mon avis, ça ne va pas être très long. Hein, par rapport à nous, il faut faire tout le tour de l'Afrique, machin, bon. D'accord. Et donc l'Inde a un super potentiel solaire. La Chine est derrière, c'est pas mal non plus, finalement. Et puis vous avez quand même au niveau donc, du Pakistan qui est là, c'est la vallée de l'Indus. Sachant que c'est l'Inde qui s'appelle l'Inde maintenant. L'Indus est passé côté pakistanais. C'est encore les Britanniques. Et puis donc vous avez l'Afghanistan et l'Afghanistan et puis là, donc ça c'est toujours le Pakistan. Et là vous avez le début de l'Iran. Ouais, c'est ça, c'est le drapeau de l'Iran là qu'on voit là. Où ça? Non, ça c'est l'Inde. C'est le drapeau de l'Inde. Ah, ouais. Et un drapeau chinois. Je veux dire, entre 1,4 milliard d'habitants et 1,4 milliard d'habitants, eux en fait ils se foutent de nous. Eux, c'est deux énormes morceaux. Chaque État de l'Inde, il a plus de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire 68 millions d'habitants. Où la France, c'est un des petits États de l'Inde. Donc, il a nous rendre visite, mais vraiment par souvenir de De Gaulle et puis de Voltaire. Mais pour eux, on n'existe pas. Quoi. La France, c'est les parfums, c'est les valises Louis Vuitton. Voilà. Donc, ils sont en train de courir en tête. Écoute, moi, j'ai tout vu sur Internet. C'est eux qui l'ont fait, bah, tant mieux pour eux, hein, après tout. Ça a marché ou pas? Bon. Bon, alors ça, c'est les matrices, du coup, bon, on va pas le faire, hein, mais sachez que je vais partager ça sur Internet. C'est déjà tout sur Internet, mais donc ça croît à des vitesses dingues. Chaque fois qu'on installe 500 gigas de panneaux solaires, c'est comme si on effaçait 1 million de barils par jour de pétrole, sachant qu'on en consomme 100. Donc un chaque année. Hein. Et après, les panneaux solaires, ils restent pendant 26 ans, 30 ans. Hein. Et on laisse 10 milliards de barils sous terre pendant 26 ans. C'est-à-dire que
Donc, je rappelle, comme on avait vu une fois avec Boucha sur une petite vidéo à part, et avec toi aussi, je crois, la capitalisation boursière des compagnies pétrolières, elle est calquée sur leurs réserves prouvées de pétrole, pas du tout sur la quantité qu'ils fabriquent. Puisque les mauvais gestionnaires de pétrole, ils font sortir le pétrole trop vite dans la réserve, et puis dans 2 ans, tout sera vide et la valeur boursière vaudra 0. Donc, ils sont obligés de sortir le pétrole que comme il faut. Donc, dès que nous, on sort les panneaux solaires, on efface 10 milliards de barils qui vont rester sur Terre. Hein. Donc, les actions boursières de toutes ces compagnies pétrolières vont plonger. Et ce qui fait plonger, c'est toutes les... Vous voyez, la courbe solaire qui part au ciel. Alors, pour l'instant, ils disent non, mais ça, il faut l'électricité avec, donc nous, on s'en fout. Ça ne menace pas nos produits pétroliers. Sauf que mon invention fait le lien entre l'électricité solaire qui est en train de décoller comme une fusée et les carburants liquides. Bon, donc il y a déjà une unité qui existe en Chine. On peut baisser le prix, comme on a dit tout à l'heure, à €1/4 le litre. Et donc, des lois ont été votées en Europe pour dire, en particulier la Cour des comptes de l'Union européenne, a dit qu'il fallait faire ça et que les véhicules électriques ne seraient jamais opérationnels en 2035. C'est quand même la Cour des comptes de l'Union européenne qui le dit. Donc là, on peut faire aussi une matrice force-faiblesse, etc., opportunité. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais comme avait dit Nikola Tesla, aucun système qui produit de l'énergie gratuitement ne sera jamais autorisé à atteindre le marché. C'est-à-dire qu'il sera tué avant. D'accord? Donc en fait, il a fallu que je sois assez subtil pour que ça s'impose quand même. Donc on voit qu'en tout cas, l'un des bloquants majeurs, c'est le fameux catalyseur. Et c'est bien industriel et c'est bien peu cher. Parce que sur Internet, il ne faut que traîner, décider comme quoi ça serait trop cher de faire des électrocarburants et ça va coûter trop cher, il vaut mieux recharger des batteries électriques. On a vu que les batteries électriques c'était une fumisterie, puisque d'abord ça prend feu et ensuite ça divise que par deux les émissions de CO2. Voilà, c'est marqué sabotage industriel et faux journaliste. Voilà, c'est ça, j'ai mis ça. Alors quand même, dans lui, c'est quoi les sabotages? Ben, c'est-à-dire que Nikola Tesla, là, quand il avait mis au point le système de communication que Marconi brevettera et recevra le prix Nobel de physique, c'est marqué la date, en 1803, 1903. Ah! Ils l'ont tué, mais non? Il est mort de quoi? Non, il est mort en 1943, je sais, puisque... Il est mort de quoi? Il est mort de vieillesse, mais les dernières photos, il n'a plus que la peau sur les yeux. Ah oui, mais ils l'ont tout piqué, quoi. Ils l'ont piqué tout ça. Oui. D'ailleurs, le secrétaire de Nikola Tesla, c'est le père du père Bush. Ah bah les Bush ont déjà donné un père et un fils qui ont été présidents. Eh bien, le grand-père de celui-là, c'est-à-dire le père de George W. Bush, il était secrétaire de Nikola Tesla. Donc espion, hein. C'est les familles d'espions. Hein. C'est les ampoules pour la lumière. Par contre, ça ne marche plus. On refait, après. Oh mince. Mais c'est à droite, gauche. Tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres hommes peuvent le faire. On bouge les... Il y en a d'autres, il y a plus encore. Plus de sliders, il y en a? Oui, bon, on va s'en tenir là. Oh. Il y a plus de... bouge les piles, peut-être. Non, pour nous c'est intéressant, si tu veux, t'es encore un peu, moi ça me gêne pas. Hein. Moi je suis à 1h, celui-là je suis à 1h18, l'autre je suis à 1h26. S'en fout. Hein. Oui, hein. Tu peux faire 2 heures. Hein. Ah ouais, reviens. C'est le deuxième. Ah oui, on a fini en fait le premier, donc voilà le deuxième. Non, c'est le même. C'est le même tous là. Bah refais-le, voilà. C'est parce que j'ai appuyé trop de... On t'est incendié. Et c'est bien entendu son grand rival Edison qui a fait brûler, et Edison a fait exprès d'envoyer les plans. Il n'a pas breveté lui, parce que Nikola Tesla, tout le monde aurait dit non, mais c'est Edison qui a brûlé l'atelier de Tesla, et puis derrière il a déposé les brevets. Et évidemment, c'est le fameux Marconi, qui en fait était un mec, à mon avis, très nul, mais Edison, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, lui a donné tous les trucs de Tesla. D'accord? Là, j'ai mis... c'est que j'ai trop de... Et tu sais qui ressemble, Tesla, il ressemble au mec qui jouait dans les Brigades du Tigre. Monsieur Clémenceau, vos flics sont devenus de vrais. Voilà, oui, c'est la coupe de cheveux de l'époque. Voilà, c'est ça. Pas obèse à l'époque. C'était les Brigades du Tigre. Donc, comme j'ai expliqué de nombreuses fois, il y a un prototype qui existe. Ça a été, comment ça s'appelle? Ça a été certifié par un body, comment dire en français, un corps des ingénieurs indépendants en novembre ou octobre 2020, je ne sais plus. Et en 2022,
un an et demi plus tard, lors des Jeux Olympiques de Pékin en février 2022, eh bien, ils ont montré donc des taxis qui fonctionnaient au méthanol, qui sortaient de cette usine-là, donc neutre en CO2, etc. Mais nous, on était en train de regarder quoi en février 2022? Vous vous rappelez pas? On était en train de regarder le début de la guerre en Ukraine, qui a démarré le lendemain de la fin des Jeux Olympiques. Mais on savait déjà qu'il y avait des troupes, etc. Les Américains appelaient... Donc voilà, donc en fait, on a déjà une usine, donc on a des chiffres, on a des ratios, etc., que j'ai interprétés, que j'ai calculés. Et il y a déjà des contrats qui ont été signés. Donc là, il fabrique ton carburant. Là, elle fabrique 1000 tonnes par an. 1130 tonnes. 1100... Mais ils ne l'exportent pas, quoi. Ils le gardent pour chez eux, quoi. Non, mais c'est un prototype. Ah, voilà, c'est ça. Parce que ça, alors, j'aurais pu dire combien ça faisait pour des... Je ne sais pas combien ça fait de voitures, mais ça fait peut-être des centaines de voitures, c'est tout. Mais après, l'idée, alors, ils ont dit, hein, le chinois qui a repoussé. Évidemment, le chinois dit qu'il a inventé. Puis il a pris une date juste avant moi que je dis que j'ai inventé, tu vois. Donc, vous entendez, tous ces gens qui me copient, ils essayent toujours d'antidater. Juste avant ma publication, comme ça, si jamais je dis, mais vous me copiez, ils me diront, mais non, regardez, j'étais un mois avant vous, donc c'est vous qui me copiez. Je dis, oui, c'est ça. Moi, chômeur longue durée, logé par le SAMU social, je vous ai copié, hein, d'accord. Alors, vous êtes riche et moi, je suis pauvre, et j'ai trouvé rien de mieux que Et combien ça coûte une usine comme ça? Ils ont payé combien? Combien ils ont payé l'usine? Là, c'est ah oui, il y a le prix. Là, 25 millions de dollars, ce qui n'est rien pour un pays comme la Chine. 25 millions de dollars, c'est rien, quoi. Ouais, mais toi, tu sais même pas où tu sais même pas manger le soir. Alors. Je vous rappelle que donc, cette usine-là va être fabriquée par le groupe Exxon pétrolier au Texas, c'est-à-dire l'endroit où il y a tous les sièges sociaux, toutes les boîtes américaines, 6 milliards de dollars. Cette usine-là va être faite à hauteur de 6 milliards de dollars au Texas. Donc c'est en train de démarrer comme une flèche. En plus, moi, j'ai tout publié en mettant que c'était les Chinois, etc., pour exciter les Américains, pour les rendre jaloux. Ça a marché, vous voyez. Ça veut dire Liquid Sunshine en chinois. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est le signe qui adjective ce qui est écrit avant. Donc, ça veut dire liquid rayon de soleil. Il y avait Exxon Valdez, ça dit quelque chose? C'était le bateau qui était affrété par Exxon. Ah voilà. Alors après, une fois qu'ils ont été pris 2 ou 3 fois avec la Moco Cadiz, où c'était à Moco, Exxon et puis Total, les Rica, maintenant ils disent non mais c'est plus nous. On a donné ça à une société qui est matriculée voilà, c'est ça, en Grèce. Et puis Total dira non mais nous on a passé un contrat de service, donc on ne sait pas ce qui se passe. Le ratio a plein de trous, mais bon, c'est le gars qui n'est pas sérieux. T'envoies tes ingénieurs, t'envoies tes inspecteurs. Moi, quand j'étais chez Total, j'ai envoyé des inspecteurs chez le fournisseur pour savoir qu'ils ne vendaient pas de la merde. Hein. Attention, quand tu es sur un site pétrolier, s'il y a une fuite de gaz, tout le monde est mort. Il y a contrôle sécurité. Donc, les contrats sont signés, et donc il y a 2 manières de faire le méthanol, dont je vous décris depuis tout à l'heure, ce que tu avais dit au départ, à taxi. On peut le faire à partir de biomasse, donc on voit que ça augmente, mais surtout on peut le faire en industrialisant un procédé chimique et physique que je vous décris depuis le début. Et là, ça monte en flèche, d'accord? C'est ces usines-là. Parce que ça, c'est pris sur les toitures des bâtiments, les toitures, donc il n'y a pas de concurrence avec l'agriculture vivrière. Alors que là, comme c'est fait à partir de biomasse, les gens vont dire, mais pourquoi on ne fait pas pousser sur ces jolis lopins de terre des tomes, des tomates, des trucs, etc. Pourquoi on fait pousser, je ne sais pas quoi, du miscanthus, c'est une plante qui pousse très vite. Pourquoi on fait pousser du miscanthus pour faire du biométhanol? Et donc là, pour ne pas être embêté, ben, ma solution, elle est là. Évidemment, sur ce terrain, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, donc en particulier, il y a en 2023, le Premier ministre espagnol a reçu la société Maersk, qui est donc la première à signer tous ces contrats. Et Maersk avait vendu sa filiale pétrole et gaz à qui? À Total. Pour 7 ou 6 milliards de dollars. Donc avec les 7 ou 6 milliards de dollars que Total leur a filé, c'était vers 2016, ils ont créé de toutes pièces une société qui fait des électrocarburants qui va donc concurrencer le pétrole. C'est-à-dire que Total a payé de l'argent à ses futurs concurrents qui se développent grâce à l'argent. Tu vois, donc toi, tu avais ta flotte de taxi, tu vois, Trotti. Non, mais tu as compris ce que je veux dire. Tu aurais une flotte de taxi et tu achèterais une autre flotte de taxi pourrie à un de tes concurrents, et grâce à l'argent que tu lui donnes, lui, il inventerait une flotte de taxi qui serait propre. Tu dirais, j'ai fait 2 fois la connerie. D'abord, j'ai acheté une flotte de taxi qui est pourrie, et en plus, j'ai donné de l'argent pour qu'il se développe et qu'il développe une technologie concurrente de la mienne. C'est ce qu'a fait Total. Et j'ai rencontré quelqu'un qui habite au Danemark et qui a dit, c'est le drapeau du Danemark, qui a dit, personne au Danemark a compris pourquoi Total avait racheté la branche énergie pétrole du transporteur porte-container Maersk, puisque l'État danois avait déjà dit qu'aucune licence nouvelle serait proposée. Donc, ils ne pouvaient que exploiter des puits qui étaient déjà quasiment vides. Donc, tout le monde se demande pourquoi Total a mis 7 milliards de dollars dans un fonds perdu, quoi.
Et eux, ils les ont récupérés, voilà. Bon, on continue. C'est le monde actuel, c'est chacun essaie de bouffer l'autre. Alors là, j'ai mis, toujours en étude marketing, non sire, c'est une révolution. Parce que là, c'est pas une révolte, c'est une révolution. Donc ça, c'est le nombre de projets qui sont en train de se développer partout. Donc on voit le projet Texan qui est là, en rouge. D'accord? Il y a un méga projet qui devait avoir lieu aussi dans le nord de la France, qui pour l'instant est mis en stand-by. Vous savez pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher de faire le fameux électrocarburant méthanol ici et ici que là. Et puis il y en a aussi un le long du canal de Suez. Il y a plus de soleil en bas, il y a du soleil. Il y a plus de soleil, mais surtout il y a beaucoup moins de tracasseries administratives et tout. De toute façon, ici, on est beaucoup trop par kilomètre carré. Ils sont près de Bruxelles, là-bas, c'est pour ça. Non, mais donc, ils veulent leur valise. Ça, c'est le méga projet. Ça, c'est Maersk aussi. Les fameux 10 milliards signés avec l'Espagne, ça doit être un bloc qui est là-dedans, pour l'Espagne. Mais ils se sont mis le long du canal de Suez, parce que pour alimenter leur bateau en porte-conteneurs, ils se sont mis, il y a beaucoup de soleil, il y a de l'eau, et puis le CO2, on le prend dans l'air. Là, pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, ils avaient eu un embargo sur les produits pétroliers. Donc ils avaient développé ce qu'on appelle la chimie du Fischer-Tropsch, des carburants de synthèse. Et du coup, il applique au fameux carburant de synthèse dont je vous parle depuis le début. Et là, c'est Exxon, parce qu'Exxon, le gouvernement américain, a dit non, on ne va pas laisser faire les Chinois. Évidemment, les projets chinois n'apparaissent pas parce qu'en fait, les Chinois, ils ne les divulguent pas, ils les gardent secrets. Mais le gouvernement américain a dit non, mais il est hors de question que les Chinois prennent une longueur d'avance. Déjà qu'ils ont pris tout le marché du solaire photovoltaïque, s'ils prennent tout le marché du méthanol solaire, les États-Unis sont morts. Sont morts. Là, parce que c'est très lié à la guerre. Le pétrole est très lié à la guerre. D'accord? Donc, alors je ne me rappelle plus ce qu'il y avait, mais on voit de nouveau les mêmes endroits où se développent donc les fameux Power to Liquid Production Capacity. Donc, Power to Liquid. Ils appellent ça PTL ou P2X. X, parce qu'on pourrait faire aussi, des molécules pour faire des chariots, pour faire des chaussures, etc. en plastique. Et quoi, ça serait aussi du plastique, mais fait à partir du CO2 de l'air. D'accord? Et donc... ah bon, tu peux même faire aussi du plastique. Ah oui, parce qu'en fait, le méthanol, c'est une brique de base pour faire la chimie. Parce que les gens ne savent pas trop, mais les engrais, tout ça, c'est fabriqué avec du méthane, qui est la molécule de méthane qui vient du gaz naturel. Donc Gazprom, moi je connais la Russie, je travaillais avec Gazprom, j'avais une de mes collègues russes que j'avais embauchée, qui nous a quittés pour aller dans une filiale qui s'appelle Sibur, ça commence comme Sibérie, Sibur, qui est une filiale de Gazprom. Je dis, mais tu vas où? Je ne connais pas cette filiale. Il dit, en fait, on fait des plastiques avec du gaz naturel, parce qu'évidemment, Gazprom, ils ont plein de gaz. Mais des fois, au lieu d'envoyer le gaz de là jusque là, voilà, ils me fabriquaient des billes de plastique, vous savez, les fameux billes. Ah voilà, c'est ça, ouais. Donc du coup, on transforme bien le gaz, au lieu de le transformer en liquide, on le transforme en solide. Il y a toujours la même idée de changer de dimension, d'accord? C'est la même idée qui est la mienne, de transformer l'hydrogène en méthanol. Là, il transforme le méthane en billes de plastique. Mais il pourrait tout simplement le transformer en méthanol. Le Gazprom pourrait le faire. Donc voilà, et donc ça, c'est les projets... Non, c'est ici les projets transformant l'électricité en liquide. 2024, on est là. Hein. Regardez ce qui a déjà été signé. C'est-à-dire que la courbe que vous avez vue pour le solaire photovoltaïque, on est en train de connaître la même... Vous voyez, ça prend la même forme et ça va faire ça. Et c'est pour ça qu'Exxon le fait. Parce qu'Exxon, qui vend le pétrole, c'est 2 ou 3 fois la taille de Total. Ils se disent, mais si on n'y va pas, nous, on est mort dans 5 ou 6 ans. Puisque je vous rappelle que la valeur boursière de Total ou de Exxon est calquée sur ces valeurs, sur ces réserves prouvées. Mais les actionnaires vont dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vos réserves? Puisque vous êtes en train de vous faire remplacer par un produit qui sort de nulle part, mais qui va donc vous balayer du marché. D'accord? Il y a eu, alors, donc quand même, donc la présidente Ursula von der Leyen, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, comme tous les gilets jaunes, néanmoins, dans sa feuille de route pour être élue présidente, elle s'est engagée à développer les électrocarburants. Donc je dis bravo, je suis prêt à embrasser même mon ennemi, s'il fait d'accord. Donc Ursula von der Leyen, pour se faire élire, là, le 18 juillet dernier, elle a été obligée de promettre dans sa feuille de route, dans sa profession de foi, je me rappelle qu'on avait fait la nôtre, de développer les électrocarburants et de donner une feuille de route. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes, 3 mois avant, le 22 avril, la Cour des comptes de l'Union européenne, figurez-vous que la Cour des comptes en France, il y a aussi une Cour des comptes de l'Union européenne, avait dit il n'y a pas assez de mines de cuivre, de cobalt, et puis de tous les trucs qu'il faut, du manganèse, qui vient d'autres pays que l'Europe. Donc, au lieu d'être tributaire des pays produits de pétrole et de gaz, on va être tributaire de ceux qui font, comme on va voir tout à l'heure, l'électricité. Par contre, la Cour des comptes dit il faudrait les électrocarburants, mon invention, n'est-ce pas, sont intéressants comme alternative au tout électrique. Et il faut donc, on a besoin d'une feuille de route. Et ça a été repris dans le pacte de l'industrie propre qui est dans l'engagement de Ursula von der Leyen, d'accord?
Donc là, Total s'y met au dernier moment, bien entendu, en 2024, ça y est, Total fait aussi un partenariat avec Airbus pour faire SAF, ça veut dire Safe Aviation Fuel. Bon, ils ont pris le même chiffre que moi, moins 90, que j'avais mis un peu au doigt mouillé, quoi. De nouveau, déjà en copie, les avons aussi, il a mis, ça doit être ça, puisqu'il est le premier. Donc il cible 1,5 million par an. Le fameux projet du Texas, il est là, il a été annoncé en avril. Donc il prévoit 1,4 million par an. Les 6 milliards de dollars, c'est pour arriver à 1,4 million de tonnes par an. Total, c'est pareil, c'est ça, il est où Total Total 1,5, d'accord, c'est pareil, la même dimension, ça doit aussi valoir 6 milliards de dollars. On voit que les fameux 28 millions de véhicules de Stellantis, j'ai fait un calcul, ça consommerait à peu près 32 millions de tonnes de méthanol. D'accord? Donc si ces usines-là, 1,4, 1,5, si on arrive à 32, 28 millions de véhicules ne consommeront plus une goutte d'essence. Hein. C'est-à-dire que les actions boursières des compagnies pétrolières vont s'écrouler en bourse. Hein, puisqu'on ne va plus sortir les ressources. On va dire, mais non, on va prendre tout le méthanol qui pisse de partout de l'Égypte. Parce que l'Égypte, ils vont tous y comprendre. Hein. Si la première, elle fonctionne, les autorités vont dire, vous voulez quoi comme terrain? On va vous le donner tout de suite. Hein. Le long du canal de Suez, c'est pas 1 kilomètre le canal de Suez. J'aurais dû regarder avant de venir, mais il y a des hectares et des hectares, d'accord? Donc ils vont tout ça, ils vont couvrir le panneau solaire, l'eau est à côté, le CO2 sera pris et le tour est joué. Et je peux vous dire que l'Égypte, qui a 120 millions d'habitants, c'est ça, à nourrir, ils vont pas dire, mais on va attendre votre permission, ils vont le faire. Hein. Et pareil pour l'Afrique du Sud, qui vont dire, attendez, vous avez boycotté pendant des années, maintenant qu'on a un truc à faire, on va le faire. L'Australie s'y met, j'ai vu plusieurs projets, alors je ne me rappelle plus la différence de couleur. Les rouges, early stage, feasibility study. D'accord. Ça, c'est l'usine déjà opérationnelle. Vert, c'est que ça fonctionne déjà. Bleu, c'est en cours. Orange, l'ingénierie a été faite. Et rouge, ils ont envisagé, ils ont déclaré. D'accord? En tout cas, voilà. Donc ça, on en est là. Oui, alors donc, il y a un fonds. Alors, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le catalyseur, c'est un sujet. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un fonds qui a été monté par Bill Gates et l'Union européenne, la BEI, la Banque européenne d'investissement, de 820 millions d'euros, ça veut dire 1 milliard de dollars, grosso modo. Hein. Pour développer quoi? Des catalyseurs. C'est-à-dire que vous avez un fonds qui s'est constitué entre l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement qui dépend de nos impôts, avec Bill Gates, qui est quand même une personne qui est privée. Mais l'Union européenne, elle est américaine. On est bien d'accord. Oui, non, mais bien sûr. En fait, c'est Bill Gates qui est un envoyé de l'État profond américain qui va récupérer tout le fonds, on appelle ça le fonds des brevets, de la propriété intellectuelle qui est en Europe. Ils vont rasier, ils vont faire la razzia, tout ce qu'ils peuvent en capture de CO2, et après ça partira directement aux États-Unis. Voilà. Donc on aura été les bons couillons de l'histoire comme moi. Hein. Je vous parle actuellement, c'est moi qui ai tout inventé, qui ai tout calculé pendant. Parce que là, je vous montre la solution qui marche, mais combien de trucs j'avais essayé qui ne marchaient pas quand je faisais les calculs. Donc ils n'ont rien eu à faire de tout ça. Ils ont utilisé mon génie, mon travail personnel. J'étais marié à l'époque. Ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Philippe? Viens te coucher, tu as déjà travaillé tout le week-end, je dormais 3 ou 4 heures par nuit. Je disais, chérie, je vais envoyer ça au directeur stratégie, innovation, recherche et développement du groupe Total, M. Patrick Pouyanné, c'était lui à l'époque. J'ai dit, je vais avoir un travail à Paris, on va quitter Moscou. Je vais travailler à la Tour de la Défense, je vais travailler à la direction de la stratégie, l'innovation, la recherche. Mon invention était je refaisais tous les calculs et tout. J'envoie au gros couillon qui ne m'a pas répondu. Et c'est breveté le mois suivant par un prix Nobel dont il est bien entendu le copain. En fait, l'idée d'avoir fait breveter par un prix Nobel, c'est qu'on fait croire que c'est une invention d'un professeur de Nimbus un peu cinglé. T'aurais dû te mettre franc-maçon avant, peut-être. Ça je l'ai dit. Pardon? Mais bien sûr qu'ils le sont, ils le sont. Oui, mais si toi tu as été, peut-être il t'a embauché. Il y a un jour un gars qui m'a dit ça en douce, même deux. Voilà. Depuis que je crie sur eux, sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, mais ça t'intéresse pas? J'ai dit non, parce que moi je veux pas me sauver seul. En fait, ils comprennent pas, parce qu'eux, en fait, ils sont foncièrement égoïstes, ils veulent se sauver seuls. S'ils ont une bonne idée pour s'enrichir ou pour faire n'importe quoi, ils vont le développer seuls ou entre eux. Alors que moi, je veux toujours un truc universel. Bah, c'est ça. Bien si je suis juif, j'ai quand même été élevé comme... Et je suis à moitié catholique, chrétien, quoi. J'ai quand même été élevé surtout à la parole de partage. Je suis pas du tout juif dans ma... Enfin, s'il y a une mentalité juive, ce que je ne sais pas si ça existe ou pas. En tout cas, mon père, il était tout à fait partageur, etc. C'était l'inverse d'un égoïste. Et ben c'est le nouveau monde. T'es dans le nouveau monde. Et donc, oui, donc j'aurais travaillé pour la gloire. Mais en plus, ils me volent ma gloire, parce que vous avez vu, d'autres ont dit que c'était eux qui avaient inventé. Plus il y a de gens qui se réveilleront, et plus il faut qu'on passe en 5e dimension.
en tout cas, les projets sortent de partout. Et maintenant, c'est quand même la Cour des comptes et puis la présidente qui a été élue qui l'a promis. Or, on voit quand même, si c'est un mauvais point, qu'elle a beaucoup de pouvoir, hein, Ursula von der Leyen. Mais ma foi, s'il a beaucoup de pouvoir pour le faire, tant mieux pour nous. Surtout que je vous rappelle que nous, ici, là, on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de puits de gaz, on a de l'hydrogène blanc, mais on l'a mis dans un territoire partagé avec l'Allemagne. Et puis, on ne prend plus le gaz russe qui n'était pas cher, on s'amuse à liquéfier du gaz américain pour nous l'envoyer. Ça aussi, c'est une bévue. Pourquoi les Américains nous vendraient le gaz alors qu'ils sont quasiment au bout de leur réserve? C'est bien parce qu'ils savent que le pétrole et le gaz va rester sous le sol et que ce sont ces usines-là qui vont les remplacer, avec une courbe qui monte, puisque ça suit la même courbe que mon professeur d'économie. Alors, les marchés ultimes, ben, ça sera tout. Voilà le pétrole, 3000, les fameuses erreurs qu'on a trouvées avec toi, là. 3000, alors que j'avais fait une erreur, ils avaient copié. Il y a un magazine, ils ont pris mes chiffres, mais là, je m'étais trompé, ils ont copié l'erreur, donc bien entendu qu'ils m'ont... Bon, peu importe. Donc, le pétrole, le gaz, le charbon, et même l'électricité, tout ça, ça va tomber, tout ça, ça va être remplacé par le méthanol, d'accord? Sachez que le chiffre d'affaires du pétrole, du gaz et du charbon, et de l'électricité, c'est à peu près 10% du PIB mondial. Il faut voir le poids que ça a. 10%, c'est énorme, hein, pour un seul truc, l'énergie. D'accord? Ah oui, alors le scandale du greenwashing, c'est qu'actuellement, 96% de l'hydrogène est produit à partir de nucléaire, mais c'est très peu, mais surtout à partir de gaz ou de charbon fossile. Donc les mecs qui te vendent de l'hydrogène, ils disent allez-y, allez-y, c'est propre. En fait, le CO2 a déjà été émis. Donc le taxi que tu vois fonctionner dans la rue, à Parisien, il dit oh, regardez, j'ai mis 0 CO2. Je dis mais vous savez d'où il vient votre hydrogène? Donc il y a le fameux jeune, là, le jeune journaliste, qui fait une émission sur la 2 ou la 5 qui s'appelle Vaquita. Vous connaissez? Vaquita avec un K. Il a fait une émission sur les habits qu'on envoie au Ghana, tout ça, qui en fait après sont sur les plages. Et quand on leur envoie un t-shirt troué, ils vont pas le mettre non plus. Hein. Les Camerounais, les gens du Ghana, ils veulent être habillés clean. Hein. Donc nous on fait croire, on s'achète une bonne conscience en le recyclant en France, puis après ça atterrit sur les plages, etc. Ça tue l'écosystème et tout. Et donc, le même gars de Vaquita, il a suivi donc où était fabriqué l'hydrogène, et bien il s'est aperçu que c'était fait par l'Air Liquide, en particulier l'entreprise où j'ai travaillé pour les fameux pistolets de recharge d'hydrogène. Et l'Air Liquide dit que l'hydrogène, il est propre, parce qu'il est fait à partir de méthane, CH4. Donc CH4, on prend le H4, et puis le C, on le combine avec l'oxygène, ça vient du CO2. Et eux, ils disent que le CO2, il est recyclable. Vous savez pourquoi, l'Air Liquide? Parce qu'ils vendent le CO2 en bouteille à Coca-Cola et à Perrier pour renforcer en CO2. Pour faire des bulles. Et voilà, donc c'est-à-dire quand toi tu bois le Coca-Cola, ben le CO2 il est quand même dans l'air, alors que l'Air Liquide a dit que l'hydrogène qui avait été fabriqué était propre. C'est un scandale, puisque le CO2, dès que tu as bu le Coca-Cola, il est de nouveau dans l'air. Donc le CO2, le carbone qui était dans le méthane, il est effectivement dans l'atmosphère. Et l'autre chose, vous savez à qui le vendent? Ils le vendent à toutes les usines qui fabriquent, qui tuent les porcs, puisque les porcs et les chevaux, je sais pas quoi, il faut les étourdir avec du CO2. Mais le CO2, une fois que le cochon il est mort parce qu'on l'a mis dans un bain de CO2, ben le CO2, ça va quoi. Hein. Donc il est de nouveau à l'atmosphère. Donc ce sont des menteurs. C'est-à-dire que l'hydrogène qui est dans les fameux taxis parisiens, il a généré autant de CO2 que si on avait brûlé le gaz dans le moteur de la voiture. C'est que de l'esbrouf. C'est bien du greenwashing. Et c'est prouvé tout ça. Et l'électricité. Ça c'est prouvé. C'est pareil. C'est prouvé. Le journaliste a fait très bien son travail. De toute façon, les chiffres sont là. Hein. De toute façon, quand tu manipules des grands chiffres, tu ne peux plus cacher. Sinon, on va dire à Air Liquide, ah bon, vous avez un secret pour fabriquer l'hydrogène propre, ben, et où le brevet? Comment vous le faites? Ah, avec du méthane, d'accord. Donc du coup, voilà, vous achetez du méthane à Gazprom, ce que je vous ai expliqué, puis après vous faites de l'hydrogène, mais le CO2, vous le foutez dans l'atmosphère. D'accord? Voilà, donc en fait, j'ai calculé, donc, si on passe tous au méthanol, il faudra 49 mètres carrés par humain. J'ai mis 49, pas 50, parce que 7 x 7, 49, ça veut dire qu'avec un carré de 7 sur 7, 49 par humain, tous les besoins sont bons. Quoi, hein. On n'a plus besoin de pétrole, il n'y a rien, il y a besoin. D'accord? Donc il y a déjà une usine en Chine. Et alors je voulais aussi vous dire que le transport maritime, c'est le plus mauvais des marchés à attaquer. Vous savez pourquoi? Parce que les porte-containers qui brûlent des tonnes et des tonnes de carburant, ils négocient le prix très bas. Et en plus, vous savez très bien que toutes ces compagnies internationales, ils achètent toujours hors taxe, comme les avions. Puisque les avions disent, vous nous vendez le carburant hors taxe, sinon on fera le ravitaillement plutôt au Qatar, machin. Ah ouais, du coup, tous les pays ont dit on ne met pas de taxe. Alors que toi, quand tu prends ta voiture, tu ne vas pas dire à Auchan ou à Total, mais tu ne me mets pas la taxe, sinon je passe côté espagnol. Tu vas dire, mais non, tu habites à Avignon, tu ne peux pas aller ni en Espagne faire ton plein, donc
tu payes plein pot. D'accord? Donc en fait, c'est le gouvernement qui perd, hein, puisque Total, lui, ou Exxon, ils vendent bien au prix du carburant. Simplement, les taxes qui vont au gouvernement ne sont pas payées. Pareil pour donc, le transport maritime. Donc quand je vois que le premier marché, tout le monde dit que ça sera le transport maritime, pour l'instant je le mets, parce que je vois comment je suis copié, ça c'est des bêtises, et c'est bon. Ça fait ça fera 1h30. Ouais, c'est bon. Et 2030, c'est l'agenda. Agenda 2030. 2030, c'est marqué. Non, parce qu'il y a une étude qui a été faite, là, l'étude que je cite, elle est là. 4 études sur... en fait, il y a plusieurs études qui sont calées. Un qui s'appelle Argus, un qui s'appelle GVR, et un qui s'appelle Metal Institute. Et un qui s'appelle M&M, Markets and Markets. Bon, ils ont fait une étude entre 2023 et 2030 que j'ai synthétisée, plus 55% par an. C'est-à-dire qu'on a bien la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. À chaque fois, on rajoute 50% de ce qui a été installé l'année d'après. Donc ça va partir jusqu'au ciel. Voilà, alors maintenant, c'est terminé de toute façon. Donc maintenant, je fais un slide sur les compétiteurs, comme on dit en français, les concurrents. Donc ça, c'est au lithium, c'était une conférence publique, j'ai demandé la photo, il m'a dit oui, vous pouvez prendre la photo. Donc ça, c'est une start-up qui travaille dans le domaine du lithium. Donc ça, c'est ce que j'appelle la géopolitique du lithium. Il y a des batteries au lithium. Mais on va y arriver. Donc d'abord, je suis ingénieur des mines, donc je connais un peu, il faut du minerai de lithium, qui est donc comme du minerai de fer ou du minerai de cuivre, etc. Il faut du minerai. Donc en fait, 70% des réserves de minerai de lithium, c'est-à-dire de l'oxyde de lithium... C'est pas au Congo, ça? Non, c'est le cobalt qui est au Congo. 85%, le cobalt, ouais, voilà. 85% du cobalt vient du Congo. Ouais. Et on a besoin de cobalt pour stabiliser la batterie au lithium. Mais s'ils passent à la technologie au plomb, là ils sont en train de dire non mais c'est bon, on va faire des batteries au plomb pour plus avoir le problème du lithium et du cobalt que je suis en train de vous exposer, mais sauf que les batteries au plomb, ça va encore peser encore plus. Or maintenant les études montrent que ce sont les roues et le freinage de ces véhicules électriques qui polluent plus que le pot d'échappement des voitures. Parce que maintenant les voitures à essence et au diesel, avec tout ce qu'on a fait comme technologie, ils émettent quasiment plus de particules. Et maintenant, c'est plus les pneus et les disques de frein qui émettent plus de particules dommageables au corps humain. Donc c'est-à-dire qu'on remplace un truc qui est quasiment bon par un truc qui est pire, tout en s'habillant en vert, en disant « Hurrah, j'ai trouvé la solution !» Et donc évidemment, les gens disent, donc le fameux rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, il dit « Mais à quoi ça sert de sortir de la dépendance du pétrole, de l'Iran, de la Russie et puis des États-Unis, si on rentre dans une dépendance du minerai de lithium qui va de toute manière toujours venir de là, puisque 70% des réserves de minerai de lithium sont là. D'accord, 70%. Sachant que donc, ce minerai de lithium, il ne peut pas être utilisé directement dans les fameuses méga factories qui sont construites en Europe, qui sont en train de fermer les unes derrière les autres, on va voir pourquoi. Puisque tout ce minerai de lithium, qu'il arrive de là, qu'il arrive d'Australie ou je ne sais pas d'où, 100% de la capacité de raffinage, 100% de la capacité de raffinage du minerai de lithium est fait en Chine. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Stellantis, Renault, Toyota, s'ils ont pris des parts dans les mines pour avoir accès au minerai de lithium pour pouvoir alimenter leur fameuse méga factory en batterie, ça leur sert à rien puisque de toute façon le minerai va toujours passer par la Chine pour être transformé en minerai métal, en lithium métal. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous quand il n'y aura plus d'industrie des moteurs thermiques en Europe? Eh bien la Chine va nous dire maintenant le minerai lithium, on va vous le vendre 3 fois le prix. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter vos méga factories de batteries qui vont à leur tour arrêter vos méga factories qui fabriquent des voitures. Donc ils vont nous faire passer la pilule comme ça. Hein. Et là, une raffinerie à construire, c'est 2 ou 3 ans. Hein. C'est-à-dire que là, l'Europe ne pourra pas dire « Oh là là, la Chine nous met la pression. » C'est traître, avant ils nous vendaient le lithium, n'importe quoi, 800 € la tonne, je ne connais pas, 50 € la tonne, j'en sais rien. Tout d'un coup, ils multiplient par 3 le prix. Comme ça ne représente que 20% ou 30% de la voiture, on va encaisser le choc. Mais c'est nous qui allons payer. Hein. Et les gouvernements diront « Ah, mais puisqu'on vous a dépassé au passer à tout électrique, on va continuer de subventionner. » Les Chinois sont en train de nous la mettre bien profond, là, on est en train de se faire avoir. Hein. Donc vous avez compris. Hein. Donc, 70% du minerai du lithium viennent de ces 3 pays qui, s'ils s'entendent, vont faire un accord entre eux pour nous vendre le minerai 3 fois le prix. Et si ce n'est pas eux qui le font, c'est la Chine qui dira « Mais nous, c'est nous qui traitons tout le minerai de lithium pour le transformer en lithium métal qu'on envoie ensuite aux méga factories de batteries qui sont un peu partout. » Et eux, ils nous feront le coup, d'accord? Donc, la Cour des comptes de l'Union européenne a entièrement raison en mars 2024, donc il y a 4 mois, il y a 5 mois, en disant « Stop, au tout électrique, ça ne va pas ». Donc, il faut faire les électrocarburants, l'invention dont je parle depuis le début, puisque ça permet de maintenir toute l'industrie des métros,
des voitures à moteur thermique, les avions à réacteur, des bateaux à moteur. Tout ça, ça ne change pas. Il n'y a que la brique d'entrée, c'est-à-dire Donc ça, c'était pour démonter l'électricité. Rien que ça, déjà, ça le démonte. Mais alors, en plus, avec les histoires d'incendie, d'instabilité, et que ça divise que par deux, le CO2, et alors là, maintenant, ça, c'est l'hydrogène. Ou le liquid natural gas, le gaz naturel liquéfié. Parce que figurez-vous qu'il y a la course avec ces fameux porte-containers entre le méthanol et le gaz liquide liquéfié, où Total a réussi, qui est le premier vendeur de gaz liquéfié, a dit aux constructeurs, non, ne passez pas au méthanol, passez au gaz naturel. Alors là, je vous rappelle que ça, là, si ça explose, c'est pas le conducteur qui meurt, hein, c'est tous ceux qui sont autour qui meurent. Hein. Alors les gens nous vendent ça avec des éoliennes derrière. Le chauffeur, il meurt aussi. Il meurt aussi, oui. Le premier à mourir, mais je veux dire, dans un rayon de 200 ou 300 mètres, les gens meurent. Vous savez pas, ils ne meurent pas brûlés. Hein. En fait, on meurt par l'onde de choc. Parce que les gens qui sont morts à Hiroshima et Nagasaki, les bombes nucléaires, ils ne sont pas morts brûlés ni irradiés. Irradiés, s'il faut des semaines. Et brûlés, il faut être à côté de l'explosion. Mais en fait, ils sont morts du choc dans l'air. Ça fait une onde de choc qui se déplace donc à la vitesse du son dans l'air, 350 mètres par seconde. Et les mecs, ils ont été déchiquetés. Déjà, tous les bâtiments ont été soufflés. Et les bâtiments qui sont écroulés, les gens sont morts écroulés par les bâtiments. Voilà, voilà, d'accord. Alors, l'hydrogène, déjà, donc, je vous rappelle que donc 22 wagons de gaz liquéfié, c'est une bombe nucléaire. Je ne sais pas si vous dites. Ça veut dire que un wagon tout seul, c'est-à-dire à peu près ça, c'est 1/20 de Hiroshima. Il ne faut pas être à côté, hein. Même si c'est que 1/20. Et ça, c'est toi qui l'as fait, ce truc-là? Non, tout ça, j'ai récupéré sur Internet. Hein. Ah oui, ah oui. Non, excusez-moi. Ça, j'ai récupéré sur Internet. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait la source. C'était IFP Énergie Nouvelle. Et ça, je ne sais pas où j'ai récupéré, mais bon, je referai les calculs. Non, mais t'inquiète, c'est bon. C'est-à-dire que quand vous avez un non, sinon, gaz... on va dire que t'es complotiste. Après, quand vous avez un gaz... Non, mais ça, c'est des sources, c'est des sources. Non, mais ça, si ça explose, de toute façon, la Cour des comptes le dit, et puis d'autres le disent. Donc, il y a des études qui ont été faites qui s'appellent le embrittlement. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est la fatigue du métal. C'est-à-dire que l'hydrogène, à force de taper contre la paroi à 700 bars, il finit par faire un trou, d'accord, et la crevasse se développe, et là, donc, votre compresseur, il explose. Alors que ça, moi, je travaille sur des compresseurs, hein, puisque ça, c'est fait avec des métaux spéciaux très durs, et c'est renforcé avec un bombardement thermique pour le rendre encore plus dur. L'hydrogène passe quand même à travers. On l'expliquera la prochaine émission. D'accord? Donc du coup, l'hydrogène, de nouveau, c'est pas la bonne solution, sachant que ma solution, c'est aussi de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène de seconde génération. Au lieu de manipuler de l'hydrogène qui est extrêmement dangereux, on le combine avec le CO2 de l'air en imitant la photosynthèse et on a un liquide. Et là, je vous rappelle que les voitures à moteur thermique n'explosent pas que dans les films d'Hollywood. Mais toi, tu les as fait, les expériences? Mais ils l'ont fait, les Chinois, tout ça, j'ai lu le rapport. Ah oui, c'est ça. Mais toi, de toute façon, il y a une course automobile qui existe depuis, de mémoire, 1984, qui s'appelle la Cincinnati. Moi, j'aurais dû mettre ça. De toute façon, il y a le véhicule de Ford, il fonctionnait déjà à l'éthanol. Bon. Mais pour le méthanol, il y avait une course qui avait lieu jusqu'en 2006, quand je publie en disant il faut tout remplacer l'essence par du méthanol, en mettant justement un lien vers cette fameuse course. À partir de là, ils ont dit, oh, peut-être que ce ne serait pas nécessaire que ce soit du méthanol. C'est-à-dire qu'ils ont tout doucement descendu cette course, alors qu'elle prouvait que tous les véhicules pouvaient fonctionner au méthanol. Donc les groupes pétroliers ont fait pression pour éloigner ma solution, en même temps que mon pneu explosait sur l'autoroute, comme par hasard, à pleine vitesse. Ah, ils doivent regretter. Et donc ça, c'est le dernier slide. Alors l'obsolescence programmée, la guerre ou l'énergie. Où mettre notre argent? Alors je vous rappelle quand même que la guerre, c'est l'obsolescence programmée la meilleure, puisque je vous rappelle que l'obsolescence programmée, c'est de me vendre un téléphone en s'arrangeant pour que la batterie tombe en panne au bout de 2 ou 3 ans, ou qu'il y ait tellement de mémoire bouffée que j'achète un nouveau téléphone, d'accord? Donc ou bien ils me le remplissent de logiciels qui sont parfaitement inutiles, qui prennent ma truc mémoire, ou bien c'est la batterie. Alors moi j'achète toujours des téléphones qu'on peut démonter pour changer que la batterie. Maintenant la plupart des batteries donc, sont moulées dans le téléphone. Et c'est pareil pour les nouveaux véhicules Tesla, etc. La batterie est moulée dans le téléphone. Donc dès que tu as un accident, déjà à cause de l'instabilité chimique dans la batterie, on te dit vous ne pouvez plus utiliser le véhicule. Donc toi tu dis ben, j'ai qu'à changer que la batterie, qui vaut que 20 ou 30% du véhicule. On dit non, mais comme la batterie elle est moulée, elle est coulée à l'intérieur, vous allez changer le véhicule. Hein. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Hein.
Et alors, quand vous fabriquez une fusée ultra rapide pour aller bombarder l'Ukraine ou Gaza ou je ne sais pas qui, et vous faites un outil plein d'électronique, de métaux précieux, etc., qui donc a une vie de 7 minutes et qui s'écroule et puis qui explose. C'est-à-dire, comme obsolescence programmée, il n'y a pas mieux que la guerre. Hein. On fabrique des tanks qui sont bourrés d'électronique, d'ordinateurs, tout ça pour qu'ils soient dézingués, peut-être la première sortie, boum. Surtout avec les drones, la grande innovation des drones dans la guerre, c'est qu'un truc qui coûte 5 000 € peut détruire un truc qui vaut 5 millions d'euros. Alors là, le mec en face, il dit, avant de mettre un nouveau tank qui vaut 5 millions d'euros pour me le faire dégommer par un drone qui lui-même vaut que 10 000 €, je vais réfléchir à 2 fois. Donc en fait, c'est pas étonnant qu'il y ait une recrudescence des guerres en ce moment, puisque chaque armée du monde a un service d'espionnage, on va dire, qui fait aussi de la veille technologique, etc., puisque les armées de France ou d'Italie ou n'importe quoi, ils regardent aussi toutes les technologies, puisqu'ils veulent comprendre comment sera fait la guerre de demain. Donc ils ont une cellule de veille qui aura les différentes technologies, et comme c'est quoi, on parle de quoi depuis tout à l'heure? D'avions, de bateaux, et de camions et de voitures. Ben, c'est ce qu'ils ont, une armée. Hein. Ils ont que ça. Hein. Ils n'ont pas les canoës-kayaks, ils n'ont pas des rollers. Donc ça les intéresse fortement. Puisque quand je travaillais chez Ricardo, l'ingénierie automobile anglaise à Brighton, au sud de Londres, un de nos gros clients, c'était l'armée britannique. Puisque, vous savez, ce qu'il nous disait, 1 litre de gasoil qu'on achète là, par rapport à 1 litre de gasoil sur le terrain militaire, vous savez, la différence de prix, c'est 4 fois. Donc si nous, on travaillait à l'époque sur Ricardo, au fameux système hybride, les militaires, ils disaient, on s'en fout si c'est très cher ou si c'est lourd. Puisque nous, si vous faites économiser même 15%, vous le faites pour des camions, tout ça, là, pour économiser. Mais nous, le prix du carburant, c'est 4 fois supérieur. Donc si on peut faire de la recharge quand le camion descend, recharger des batteries, puis remonter, etc., d'accord, c'est pas idiot. Alors, ce truc est très compliqué. J'avais regardé pour la fin, c'est qu'en fait, il y a un lien entre la guerre et le pétrole, malheureusement. Donc là, j'ai récupéré des documents donc, sur Internet, comme tu m'as bien précisé de le dire. Donc ça, c'est les réserves prouvées de l'Arabie Saoudite. Donc je vous explique, je fais le spoiler, c'est-à-dire que la capitalisation boursière de Saudi Aramco, elle est là. Sachant qu'ils produisent le pétrole à 5 $ par baril équivalent pétrole. 5 $. Et il est vendu sur le marché à 85 $. Ils se font 80% de marge, l'Arabie Saoudite, d'accord? Les pays comme le Qatar... Et pourtant, ils sont riches quand même, hein, les Saoudiens. Ils sont très très riches, mais les Américains les ruinent en les rendant addicts, en leur faisant acheter des imbécilités, du genre des véhicules en or, des tigres. C'est-à-dire qu'ils leur font dépenser l'argent pour des trucs débiles. Et eux, c'est savoir. Pareil pour les Émirats Arabes Unis. Donc là, vous avez le Qatar, c'est le cercle blanc. Vous avez commandé un sac en or. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont gorgés d'argent, mais au lieu d'investir pour déjà aider le Bangladesh ou d'autres pays qui sont peut-être proches d'eux, non, ils préfèrent dépenser en débilité. D'ailleurs, ils achètent évidemment les sacs Chanel, le groupe. Ouais, ils ont fait beaucoup les études aux États-Unis. Hein. Ils ont été contaminés là-bas. Ils parlent tous anglais. Donc, ouais, ils ont fait les études aux États-Unis. Tu sais que je fréquente des solutions alimentaires où il y a beaucoup de, on va dire, pour simplifier, d'immigrés maghrébins. Donc je sais très bien qui ils sont. Au bout d'un moment, je les connais. D'accord. Or, des fois, quand je fais une présentation sur mon présentoir, là, tu sais, donc dans la rue, je voyais très bien qu'il y avait d'autres mecs qui parlaient arabe, etc. Sauf qu'eux, ils avaient des chaussures à 2000 €. Et ils venaient m'écouter, tu vois. Je voyais très bien qu'ils n'étaient pas venus manger avec nous. Ils venaient m'écouter, tu sais, comme ça, ils prenaient des photos et tout. Je disais absolument rien, parce que je me suis dit, mais ça, ils sont pas cons. Puisque je disais, l'Arabie Saoudite se fait avoir par les États-Unis, puisque les États-Unis n'ont plus que 10 ans de réserve devant eux. Alors que l'Arabie Saoudite, ils ont 71 ans de réserve. Vous savez pourquoi? Puisque les conseillers américains leur disaient, pour tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, garde du pétrole et du gaz sous ton sol, puisque ne t'enrichis pas d'un coup, comme ça. Et puis l'Arabie Saoudite est en train de se dire, comme il a dit Bouchard, ou toi, ils font tous leurs études aux États-Unis. Ils ont dit, mais pourquoi eux, ils nous conseillent de faire un truc qu'eux ne font pas? Ils n'ont plus que 10 ans de réserve, les Américains. Donc dans 10 ans, le sol américain sera vide. Ils vont acheter à qui le pétrole et le gaz? À l'Iran, qui est leur grand ennemi, à l'Irak et au Qatar, qui vont leur dire, attendez, on se rappelle de vous, les Américains. Ils vont l'acheter aux Russes. Bien sûr que non. Ils vont l'acheter au Venezuela. Alors que le Venezuela est un pays communiste qui est constamment vilipendé. Donc c'est-à-dire que toutes les réserves de pétrole et de gaz vont être bouchées aux Américains. Je vous rappelle que la Saudi Arabia a rejoint les BRICS. D'accord? C'est-à-dire que toutes les réserves de pétrole et de gaz se retrouvent maintenant dans les BRICS. Alors que nous, NATO, c'est-à-dire l'OTAN,
et le G7, on a nos réservoirs qui se vident. Pourquoi? Parce que les Américains, quand ils ont piqué l'Alaska aux Russes, et tous les territoires pétroliers au Texas, qui était un pays nouvellement indépendant d'Espagne, comme par hasard, ils leur ont volé tout ce qui était pétrolier, y compris le golfe comment ça s'appelle? Le golfe qui est sous le Texas, d'accord? Où il y a tout le pétrole offshore. Donc, au départ, ils étaient là, les Américains. Ils avaient accès aux plus grosses réserves du monde du pétrole et du gaz. Donc quand ils nous disent le modèle américain capitaliste doit marcher, c'est l'American Way of Life, on va irriguer le monde avec nos bonnes idées, c'est faux. C'est pas du tout le capitalisme qui réussit, c'est pas du tout la loi de Adam Smith, c'est simplement qu'ils étaient assis sur un trésor. Vous voyez, c'était la taille des réserves pétrolières. C'était donc au début, je sais plus, on n'arrive plus à lire. Bon, donc là, en fait, là, le pétrole est extrait à 8 dollars aux Émirats Arabes Unis, d'accord? Au Koweït, 7 dollars. 9 dollars au Qatar et en Irak. Dans les réserves sont à peu près les mêmes, sauf que le Qatar, c'est surtout... Et les Chinois, ils n'ont pas de pétrole. Alors, les Chinois, ils sont là. Les Chinois, ils ont acheté des droits, mais ils n'ont rien. Ils ont très peu de gaz, très peu de pétrole. Ils font la bagarre dans le golfe, là, en mer de Chine, etc., pour essayer d'aller mettre leur drapeau sur les petits îlots en espérant qu'il y ait du pétrole et du gaz autour. Mais de toute façon, ils n'arriveront jamais au niveau des vrais. Donc les vrais, c'est la Russie, qui maintenant est un ennemi alors, on croit être un ennemi des États-Unis. On va aller au bout dans mon raisonnement. Donc le problème des États-Unis, c'est qu'ils arrivent à 40 dollars le baril d'extraction. Le Kazakhstan, qui est dans leur roue, 50 dollars le baril. Les États-Unis, 40 dollars le baril. Et le Canada, qui est dans la roue des États-Unis, 50 dollars le baril. C'est-à-dire que finalement, les États-Unis, le Canada, la Russie et le Kazakhstan, finalement, c'est qui sont les grands gagnants de cette guerre actuellement, qui maintiennent les prix du baril haut? Ben, c'est eux. Parce que regardez, finalement, il y a un alignement d'intérêts en termes de production de pétrole, puisque les États-Unis, le Canada, la Russie et le Kazakhstan produisent tous à 40 dollars le baril. Si jamais les autres, là, l'Iran, l'Irak, l'Iran qui est sous embargo, l'Arabie Saoudite, on leur a dit surtout tu gardes le pétrole pour tes petits-enfants, etc. Sachant qu'entre-temps, il y aura le méthanol, ils vont dire attends, vous allez nous baiser alors, puisque le méthanol, je vous ai mis là, actuellement, toute l'électricité solaire, ça a été transformée en essence. Elle aurait donc un équivalent pétrole, ce volume-là. Sachant que les besoins de l'humanité en pétrole et en gaz, c'est ce cercle bleu. C'est-à-dire que déjà, tous les panneaux solaires installés, s'ils étaient tous convertis à faire du méthanol solaire que j'ai parlé depuis le début, ils auraient déjà plus que les besoins de l'humanité en pétrole et en gaz. Sachant que le cercle au jaune, il croît de 50% par an, vous vous rappelez? C'est-à-dire que ce cercle jaune, il est en train d'exploser, et tous ceux qui ont des réserves de pétrole, ils vont se faire avoir, puisque eux, ils vont produire tellement de carburant liquide que toutes les réserves vont disparaître. Donc, c'est quoi la stratégie quand vous savez ça? Vous essayez de sortir votre pétrole avant que ce soit interdit. Ne serait-ce que par la législation sur le climat, mais aussi parce que ce sera plus économique. Donc, les États-Unis, j'affirme ici, le Canada et la Russie, en fait, s'entendent pour cette guerre. Quand on est dans une distribution alimentaire, si deux mecs veulent être servis avant tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Il faut seulement se battre. Ouais, donc tout le monde dit, bon allez, on va les laisser passer devant, ils vont manger, et puis après nous on pourra manger tranquille. Donc en ce moment, je vous dis que les guerres qu'il y a actuellement, il nous faut un pas de deux absolument magnifique. Bouchard, c'est dommage, tu manquais là. C'est-à-dire que les États-Unis et la Russie ont tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre qui maintienne les prix du baril à 75-80 dollars le baril, alors que les autres, l'Iran, l'Irak, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont des réserves énormes, en plus il y aura des 121 ans de réserve. 121 ans de réserve, 76 ans de réserve. Alors le pire c'est le Venezuela. Le Venezuela, ils ont 865 ans de réserve. 800 ans de réserve, hein, presque 1000 ans. Hein. De qui t'as dit? Le Venezuela. Ah oui. Ils sont bourrés de pétrole, en plus à 20 dollars le baril, donc bien moins cher que les États-Unis. Donc la logique économique voudrait que le Venezuela sorte son pétrole à 20 dollars, les autres à 8-7 dollars, et qu'on arrête de sortir le pétrole qui est cher. Les autres, ils ont des armées, ils peuvent aller leur faire la guerre. Voilà, donc du coup, ces guerres sont absolument... Et j'étais stupéfait quand j'ai fait cette analyse, je me suis dit, mais la Russie dans le coup. Puisque la Russie qui sort à 40 dollars le baril, c'est-à-dire que si eux sortaient à 9 dollars, 10 dollars, 20 dollars le baril, eh bien, ils détruiraient non seulement l'industrie américaine qui reste, mais le Canada aussi,
et surtout la Russie. Et qui c'est qui fait la guerre en ce moment? Comme par hasard, ce sont les deux qui sont là. Donc il nous faut un pas de deux. Hein. Ils sont en train de nous faire croire qu'ils sont en train de se battre. Non, allez, c'est moi qui passe. Donc tout le monde dit, oh là, on va laisser passer les deux là. Et donc ils sont en train de baiser tous les autres. Excusez-moi pour l'expression. Voilà. Et les Français, les Français, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Non mais nous on est là, nous Total on est là. Ah, ouais. Et ça c'est les réserves trouvées du groupe Total. C'est-à-dire que c'est rendu par rapport à l'Iran, l'Irak, et voilà Total. C'est là, non, on termine là, les gars. Ouais. C'est fini. C'est le dernier slide. Boucha, écoute, parce que on parle de la guerre. Là. Non, mais je regarderai après. Donc là, vous vous rendez compte, là, les compagnies pétrolières, donc, qui font une grosse partie des index boursiers américains, et là, vous voyez, ça c'est Exxon. Ça marche pas. Qui le sait? J'ai essayé, ça marche. Ça c'est Exxon, et ça c'est... Il n'y a qu'un qui marche. Ce rectangle-là, c'est Aramco. Il ne va pas marcher en double. Vous voyez, regardez, la valeur boursière de Aramco, de la Saudi Aramco, la compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite. Elle est déjà pas plus grande, mais quand même, elle commence à avoir la même taille que la plus grosse valeur boursière, c'est-à-dire Apple. Alors, je ne vous dis pas si celle-ci étaient cotées au même marché boursier, ils auraient des gros blocs, vous comprenez? En fait, ça, là, alors, il y a un triptyque que j'appelle le triptyque anglo-américain triptyque, qui est la chose suivante. Triptyque, donc 3 phases. Vous créez une proxy war, c'est-à-dire une guerre par procuration, à un pays qui est riche, hein, parce que si vous déclarez la guerre au Sahara, vous allez vous rendre maître de tonnes de sable qui ne vous serviront à rien. Donc si possible, sur des pays qui ont de la soie, d'où les routes de la soie, puisque la soie, ou du gold, de l'or, ou du pétrole ou du gaz, vous gagnez la guerre que vous avez provoquée vous-même en disant, parce que vous avez maintenu des armes de qualité supérieure, ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, ou tous les trois, que les Américains, certes, les Russes et les Américains avaient des réserves de pétrole qui étaient plus chères que les autres, mais ils avaient surtout des armes que les autres n'ont pas. D'accord? Du coup, ils provoquent une guerre inutile qu'ils gagnent puisqu'ils ont maintenu un niveau d'armement supérieur, et ils font payer le pays qui perd, sachant qu'ils lui ont prêté l'argent. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros volume d'argent qui arrive sur le marché suite à la guerre. Et donc, en fait, ils recyclent cet argent-là dans la bourse. Vous comprenez? Ils font en fait gonfler les valeurs boursières. Ils savent que maintenant, tous les petits boursicoteurs, ils ont tous à peu près le même logiciel, où ils suivent, tu sais, je les regarde faire, mais je leur dis, mais ils sont pas capables de comprendre, ils sont en train de se faire avoir. Tous ces gens qui ont mis 2 000, 10 000, 20 000 euros en bourse, ils ont tous le même logiciel. Je les vois des fois, ils sont sur leur téléphone portable, ils regardent, ah oui, le truc est monté, attends, machin, j'achète ou pas. Mais le logiciel, eux, ils savent très bien, les gros fonds d'investissement, ils savent très bien le logiciel. Donc ils donnent des faux signaux régulièrement dans le marché. Tous les petits logiciels disent à tout le monde, il faut vendre, alors qu'il ne fallait surtout pas. Et eux, ils rachètent toujours à meilleur prix. Donc en fait, l'argent qui est recyclé fait gonfler des valeurs boursières qui entraînent des petits porteurs comme nous et moi à mettre l'argent là-dedans pour nos retraites. De temps en temps, ils envoient un faux signal. C'est connu puisque quand Elon Musk a racheté Twitter, il a été démontré qu'il avait fait un faux signal sur la valeur boursière de Twitter qui a donc plongé. Là, il a lancé son OPA quand ça a plongé. Et tout le monde a dit, mais pourquoi j'ai vendu juste avant alors que l'autre il a acheté juste après? J'aurais dû attendre. Mais en fait, c'est pas le hasard. C'est pas Elon Musk qui a attendu le bon moment que Twitter descende pour le racheter. C'est qu'il a provoqué la chute de Twitter et il a racheté à un prix inférieur. Donc il a spolié qui? Il a spolié les petits porteurs, parce qu'évidemment les grosses boîtes comme BlackRock, eux ils étaient parfaitement au courant puisqu'ils sont dans le coup. Ils sont dans le coup. BlackRock c'est l'État profond américain. Donc le triptyque anglo-américain, c'est provoquer une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu, faire payer... Non, c'est moi qui déconne. Encore, on va juste appuyer sur... C'est fini, c'est le dernier slide. Donc créer une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu, gagner la guerre évidemment puisqu'on maintient un niveau technologique d'armes supérieur, faire payer donc en particulier en donnant l'argent, et du coup recycler. Alors ça se vérifie, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais bon. Et donc en fait les guerres, la guerre contre le Mexique est une proxy war pour s'emparer d'endroits pleins de pétrole ainsi que l'Alaska. La Première Guerre mondiale est une proxy war, une guerre par procuration contre l'Empire ottoman et l'Empire russe. L'Empire ottoman donc est démonté, les Turcs se font avoir puisqu'ils perdent tous les trucs qui valaient rien soi-disant, et le pétrole est découvert juste après la guerre. Mais évidemment que c'est faux. Évidemment que Lawrence d'Arabie, qui était un espion du MI6, il était parfaitement au courant, en tout cas il ne savait pas, mais en tout cas il a créé une fausse alliance arabe pour lutter contre les Turcs ottomans, etc. Alors qu'avant ces gens-là s'entendaient entre eux,
pour mettre tout ça sous protectorat. Évidemment, la France a eu le Liban et la Syrie, les deux seuls endroits où il n'y avait pas de pétrole et de gaz. Et puis, évidemment, les Américains et les Anglo-Saxons, ils ont eu tout ce qui allait bien. Après, je ne sais pas si vous savez, mais à partir de 1917 jusqu'à 1921, 1918, suite à la révolution d'octobre en Russie, ils sont attaqués par l'Allemagne, par la France, etc., et par les Russes blancs, qui, comme par hasard, essayent de prendre les trucs pétroliers. Les bolcheviks tiennent bon, les communistes, ils gardent. Et donc, en fait, la guerre mondiale numéro 2, la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin de la Première Guerre mondiale pour démanteler l'Empire russe et lui piquer ses capacités de pétrole, etc. Les Allemands ayant été instrumentalisés par les Américains. C'est pas du tout une guerre de Hitler contre l'Allemagne et contre les États-Unis. C'est une guerre provoquée par les Américains contre le communisme et pour piquer aussi le pétrole et le gaz. Quand ça tourne mal, ils rentrent en guerre, mais c'est surtout pour éviter que les communistes refluent vers l'Europe, d'accord? Et surtout, ça c'est la courbe de chômage des États-Unis. Donc là, vous avez le krach boursier de 1929. Rappelez-vous que tout est lié à la bourse. Le taux de chômage monte au-dessus des 20%, après le 30%. Roosevelt donc promet le New Deal, mais il n'arrive pas à faire refluer le chômage, sauf quand il passe en économie de guerre, puisque la guerre est déclarée ici. D'accord? Et tout de suite, le taux de chômage tombe en dessous de 10%. Et c'est là qu'ils découvriront que les femmes peuvent être des bons esclaves dans les usines, comme les hommes. Et derrière, évidemment, ils lanceront tout ce qui est révolution sexuelle, pilule, machin, pour que les femmes deviennent aussi des esclaves des industriels, au même titre que les hommes. Ils provoquent bien entendu beaucoup de divorces pour diviser pour mieux régner. Pour récupérer les enfants. Voilà. Et puis il y a Charles Gave, Charles Gave qui a répété l'autre jour qu'il se serait dit que les guerres étaient provoquées par des vieux mecs pour envoyer les jeunes hommes se faire mourir au front et récupérer les jeunes filles. Et évidemment, moi qui suis un petit peu les réseaux sociaux, je vois qu'il y a une explosion de jeunes filles ukrainiennes qui sont maintenant à moitié à poil sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Ben, en fait, elles refluent d'Ukraine. Donc tous les mecs meurent. Et donc, évidemment, les bordels allemands et en Hollande ou en Suisse doivent se frotter les mains. Ils ont des gamines de 20 ans qui sont magnifiques. Ça fait tourner la boutique. Leurs mecs sont morts. Je veux dire, moi, je suis à deux doigts de penser que c'était voulu. Hein. C'est pas idiot. Hein. Et chez Emmaüs, c'est des Ukrainiennes. Et les prix, ils ont doublé. Les prix des fringues, quand j'achète. Ça a doublé dans le Emmaüs où je vais. Oui, dans la boutique solidaire. Et puis, ils sont sans pitié. Hein. Oh putain. Ah, mais en fait, ils viennent, ils achètent tout sinon. Non, ils n'achètent pas, c'est les vendeuses. Oh, les vendeuses, mais ils doivent aussi garder. Aux fringues, là. Ouais, bah. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit aussi, il y a une histoire avec Bretton Woods, parce qu'il y a toujours un lien avec les monnaies, comme j'avais dit au départ. Il y a un lien entre mon solaire méthanol, mon méthanol solaire et les monnaies, puisqu'en 1971, Nixon sort des accords de Bretton Woods, où, jusqu'à présent, la valeur boursière et le salaire des gens, des esclaves, étaient corrélés. À partir des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire que le dollar n'est plus synchronisé avec l'or, et donc ils peuvent imprimer du dollar, les salaires sont quasiment restés scotchés, et les valeurs boursières sont montées comme ça. C'est-à-dire qu'ils font exactement ce que je vous ai dit. Ils injectent l'argent dans les compagnies boursières. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, voilà. Merci, je crois qu'il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Moi, j'ai pas de questions, mais on le fera en mangeant. C'est bien. On le fera en mangeant. On a bien été reçu grâce à Boucha avec son nouveau matériel. On le fera en... Merci à Boucha pour le matériel, là, parce que tout ça, ça fait bien dans l'écran. C'est Boucha qui fournit l'endroit, je ne dis pas où c'est peut-être ancien. C'est Boucha qui a fourni donc le rétro. Comme ça, on grignote un truc quand même. On va manger, non, mais par contre, vous arrêtez la caméra pour que ça fasse 2 heures. Là, je suis à 2 heures. Là, j'ai une vidéo de 2h08. Non, mais les amis, je relance le live après, d'accord? Dans 5 minutes. Ou bien, voilà. Non, mais ça fait un truc consultable. Voilà, c'est ça, parce que sinon, après, c'est vrai. Les amis, à tout de suite, d'accord? Eh ben, merci, les amis. À tout de suite, Voilà, allez, bah. À tout de suite, restez avec moi. À samedi pour la manif. Gilet jaune. Voilà. Enfin, moi, non, oui, gilet jaune, moi. Mais c'est rigolé, j'en revenais pas. Quand j'ai fait l'analyse là, quand j'ai fait ces boules là, au départ, je savais pas ce que j'allais trouver. Quand j'ai vu que les Russes, les Canadiens et les Américains, qui sont quand même membres du G7 et de NATO, enfin de l'OTAN, ils avaient des intérêts alignés, enfin pas la Russie bien sûr. Et donc ils sont en train de nous jouer un pas de deux en disant je te tue, c'est moi qui te tue. C'est l'ordre mondial, c'est comme ça. Bon, allez, merci Philippe. J'ai pas coupé, je coupe. Ça c'est aussi dangereux parce que... Allez, à plus dans le bus, merci pour tout. Si l'Iran et l'Arabie Saoudite ont rejoint les BRICS, c'est parce qu'ils se disent si on achète des armements américains,
Il y a ce qu'on appelle une porte arrière. Vous savez ce que c'est une porte arrière ou pas? Non, je sais pas. Une porte arrière, c'est... Et il y a quand même 1000 personnes qui sont passées. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Moi j'ai pas, parce que moi je parle de la Palestine, donc j'ai pas grand monde. Moi j'ai pas grand monde. C'est ça, mais t'inquiète, je vais dire quelque chose après. Ouais, bon, allez, je vais couper. Quand je parle de la Palestine, moi, c'est pas bon. Et ben voilà, donc si vous regardez la fin de cette vidéo, les amis, non, moi, ça fait pas beaucoup vous pourrez aller voir mon live si vous voulez. Ou de toute façon, j'ai fait 2 vidéos, j'en ai fait une là aussi. Moi, ça fait pas beaucoup donc de vues là, parce que si ça vous intéresse, je vais mettre la dernière.